Anticipant que ma belle-mère viendrait s'installer chez moi après avoir vendu sa maison pour payer les dettes de son fils, j'ai pris les devants. J'ai vendu ma propre maison et suis parti en voyage. Sa surprise fut totale devant sa nouvelle porte close. Tout a commencé un vendredi soir. Ce jour-là, l'atmosphère dans l'appartement que je partageais avec mon mari devint lourde à cause d'une apparition inattendue. Je venais de rentrer du travail, les sacs de courses à la main pour préparer le dîner, quand j'ai vu les mocassins de marque de Xavier, mon beau-frère, froissés et jetés dans l'entrée. À côté se trouvaient les chaussons de Madame Rose, ma belle-mère, que je reconnaissais sans peine. L'instinct d'une femme mariée depuis 6 ans me disait que chaque fois que mère et fils apparaissaient ensemble sans prévenir, une tempête se préparait. Je suis entrée dans le salon. Madame Rose était affaissée sur le canapé, essuyant ses larmes avec un mouchoir en papier, mais ses yeux ne cessaient de scruter les meubles en bois massif qu'Alexandre et moi avions achetés en début d'année. Xavier était assis les pieds sur la table en verre, tapant sur son portable, sans la moindre expression de quelqu'un qui vient de provoquer un désastre. « Mon Dieu, Camille, tu es là. Assieds-toi. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer, à toi et à Alexandre, dit ma belle-mère. Il se passe quelque chose d'urgent, Rose ? Alexandre est en voyage d'affaires à Lyon. Il ne rentre que demain soir. Peu importe qu'Alexandre soit là ou non, interrompit Xavier. Belle-sœur, assieds-toi et écoute maman. Tôt ou tard, ce sera toi et mon frère qui devrez tirer le chariot dans cette famille. Je m'assis en face d'eux et posai les sacs sur le côté. Mon cœur s'accéléra. L'arrogance de Xavier n'était rien de nouveau pour moi. Depuis que je m'étais mariée, il avait toujours considéré que son frère aîné et sa belle-sœur étaient un distributeur automatique de billets d'où il pouvait tirer de l'argent. Prêt rapide, dette auprès d'usuriers, paris sportifs, crypto-monnaie. Il n'y avait rien dans lequel il ne fût pas impliqué. Et à chaque fois, c'était Madame Rose qui venait en pleurs pour obliger mon mari à se vider les poches et à nettoyer les bêtises de son frère. Mais la phrase suivante de Madame Rose fut un véritable coup de massue. La situation est la suivante. Xavier a eu beaucoup de mal dernièrement. De prétendus amis l'ont escroqué avec je ne sais quoi d'investissement en crypto-monnaie. Des voyous sont venus chez lui pour le chercher. Ils ont menacé de lui briser les jambes. J'étais désespérée. Je ne pouvais pas rester les bras croisés à regarder mon fils se faire tuer. Alors, j'ai appelé un acheteur. J'ai vendu le chalet du village. Que dis-tu, lançai-je, stupéfaite. Cette maison était le fruit du travail acharné et des larmes que le père d'Alexandre a laissées. Pour combien l'as-tu vendue ? Tu as déjà signé chez le notaire ? Pourquoi réagis-tu comme ça, belle-sœur ? S'exclama Xavier. La maison était à maman, elle était à son nom, et elle la vend si elle veut. Aucune loi ne l'interdit. Je l'ai vendue pour 300 000 €, dit Madame Rose. Ils m'ont apporté l'argent comptant. Ils ont gardé les actes. Avec ça, nous avons payé le capital et les intérêts à ces mafieux, et il nous reste un peu. Ça y est. D'être remboursé. Recommencer à zéro, ce n'est pas si grave. Je ne sais pas pourquoi tu me regardes avec ces yeux de folle. Je restais glacée. 300 000 €. 300 000 € envolés en un clin d'œil à cause des paris d'un homme de 30 ans qui refusait de mûrir. Cette maison n'était pas seulement le lieu où reposaient les souvenirs de mon beau-père défunt, avant de mourir, il avait clairement indiqué que c'était le dernier refuge de Madame Rose et qu'elle ne devrait jamais être vendue. Et elle l'avait liquidé avec la même facilité qu'on achète du pain. Mais mon désarroi n'eut pas le temps de s'installer, car l'indignation me monta à la gorge en réalisant la véritable intention derrière cette visite. Camille, écoute, continua Madame Rose, j'ai vendu la maison, j'ai payé les dettes du petit et je me suis débarrassée de ce poids, mais maintenant nous n'avons plus d'endroit où tomber. J'y ai bien réfléchi. Votre appartement est grand. Vous avez la chambre d'amis vide depuis longtemps, alors nous nous installerons ici temporairement. Demain, c'est samedi. Profite de ton jour de repos pour bien nettoyer cette chambre afin que les déménageurs puissent apporter mes meubles et mon lit. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Répondis-je, incrédule. Cet appartement, nous l'avons acheté avec un prêt bancaire et nous nous démenons chaque mois pour le payer. L'espace est juste suffisant pour nous deux,
et Xavier a 30 ans. Il est sain et fort. Pourquoi ne cherche-t-il pas un appartement à louer et un travail pour subvenir à ses besoins? Belle-sœur, ça sonne mal, cracha Xavier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de me chercher une location? Cet appartement est au nom d'Alexandre. Il est de mon sang. C'est le fils de ma mère. La maison de mon frère est la maison de ma mère. C'est toi qui viens de l'extérieur, celle qui a un autre nom de famille. De quel droit mets-tu ma mère à la rue? Cet appartement est un bien commun. Je paie la moitié du prêt immobilier chaque mois. En fait, il y a eu des mois où j'ai payé la totalité de la mensualité parce que l'entreprise d'Alexandre avait des problèmes. Malgré tout, aux yeux de mon très cher beau-frère, je n'étais qu'une étrangère qui vivait au crochet. Je fixai Madame Rose, espérant une parole juste de la femme qui était la mère de mon mari. Mais non, elle se contenta de soupirer et son visage adopta cette expression de victime tragique à laquelle j'étais déjà habituée. Camille, en tant que belle-fille, tu dois avoir de la compassion pour la famille de ton mari. Xavier vient de s'en sortir de justesse. Il est très instable psychologiquement. Je suis déjà âgée. As-tu le cœur de me laisser aller dans un petit appartement en location où, si je tombe malade la nuit, personne ne s'occupera de moi? De plus, j'ai déjà tout prévu. Vous avez un prêt immobilier? Non, laissez-nous vivre ici. Je ferai en sorte que Xavier relance une affaire. Ensuite, je prendrai les actes de votre appartement, je les mettrai en garantie auprès de contacts que j'ai pour lui obtenir un peu de capital pour qu'il puisse commencer. Quand ça marchera bien, il vous paiera tout le prêt. Tout le monde y gagne. Mettre les actes de ma maison en garantie? Tu es devenue folle, criai-je. Comment me parles-tu? S'exclama Madame Rose. Qui appelles-tu folle? Je suis ta belle-mère. Je me suis abaissée à te consulter et tu oses être si insolente. Vous avez une maison pour que la famille soit unie et tu comptes chaque centime. Quand Alexandre arrivera, je ferai en sorte qu'il te remette à ta place. Le sang me bouillonnait, mais un nœud amer dans la gorge m'empêcha de prononcer un mot de plus. Ce n'était pas que j'ai peur d'elle, mais j'étais profondément dégoûtée par l'impudence déguisée sous le mot « famille ». Il s'avérait que déménager n'était que la première étape. Leur véritable objectif était ma sueur et mes larmes que nous avions investies dans cet appartement. Ils avaient jeté 300 000 € à la poubelle et voulaient maintenant jeter mon avenir dans le même brasier pour continuer à nourrir un parasite. « Belle-sœur, détends-toi », dit Xavier en se levant et en secouant sa veste. « Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Alexandre a toujours eu un faible pour maman. Tu crois qu'il se mettra de ton côté pour laisser sa mère dans la rue? Le mieux est que tu sois une gentille fille et que tu nettoies la chambre. Dans 3 jours, nous apportons les affaires. Laisse-la impeccable. Je ne supporte pas l'odeur d'humidité. » Xavier attrapa Madame Rose par le bras et ils sortirent. Avant de partir, elle se retourna pour me lancer un regard triomphant, comme si cet appartement était déjà entre leurs mains. Le bruit de la porte claquée résonna, me laissant seule au milieu d'un salon qui était tombé dans un silence sépulcral. Je me laissai tomber sur le canapé, la tête pleine de tourbillons. En 6 ans de mariage, j'avais trop enduré pour cette famille. Je me souvenais des fois où Alexandre, mon mari, avait puisé dans nos économies à mon insu pour payer les dettes de Xavier. Chaque fois que je le découvrais, il se mettait à genoux, pleurait et jurait que ce serait la dernière fois. Mais pour les accros au jeu, le concept de « dernière fois » n'existe pas. Je pris mon portable et appelai Alexandre. La tonalité sonna sèchement et longuement jusqu'à ce qu'elle soit coupée. Il ne décrocha pas. Un peu plus tard, je reçus un message WhatsApp de sa part. Maman m'a appelé. S'il te plaît, prépare-leur la chambre. Ils ont perdu leur maison. Nous ne pouvons pas leur tourner le dos. Je m'occuperai de contrôler l'argent strictement. Ne t'inquiète pas. Je suis à un dîner d'affaires. Nous en parlerons demain quand je rentrerai. Je lus le message et les larmes jaillirent. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de désespoir absolu et d'un réveil tardif. Nous ne pouvons pas leur tourner le dos, contrôler l'argent strictement. Comment allait-il le contrôler?
Si sa propre mère prévoyait d'hypothéquer notre appartement, il était si lâche qu'il était prêt à laisser sa femme dans la misère pour jouer le rôle du fils parfait. À ce moment-là, je regardais autour de moi chaque tableau que j'avais choisi, chaque mur que j'avais peint, chaque petit coin portait mon dévouement. Si je faisais ce qu'il me disait, dans 3 ou 6 mois, je verrais des voyous peindre des menaces à la bombe rouge sur cette même porte. Je perdrais tout. Je me levai d'un bond et séchai mes larmes. La peur disparut, laissant place à un calme effrayant. Il croyait que j'étais une idiote facile à manipuler. Il croyait qu'avec le soutien d'Alexandre, il pourrait m'arracher mon effort. J'ouvris le coffre-fort et sortis les actes de la maison qui étaient à nos 2 noms. Avant de nous marier, prévoyant la famille compliquée d'Alexandre, j'avais exigé de signer une séparation de biens et un accord sur la propriété. Bien que la maison fût au nom des 2, 80% de l'apport avait été versé par mes parents de Toulouse. De plus, j'avais en ma possession une procuration générale signée par Alexandre l'année dernière devant un notaire, lorsqu'il avait provoqué une petite dette et m'avait cédé les pleins pouvoirs sur l'appartement pour me supplier de lui pardonner. Il avait sûrement oublié ce document ou pensait que je n'oserais jamais l'utiliser. Mais aujourd'hui, ce morceau de papier scellé serait mon billet pour sortir de cet enfer. J'appelai Laure, une bonne amie qui travaillait dans une agence immobilière. Dès qu'elle décrocha, je parlais avec une clarté absolue, sans que ma voix ne tremble. Laure, trouve-moi un acheteur pour l'appartement. La seule exigence c'est qu'il paie comptant immédiatement. J'accepte de vendre 10% en dessous du prix du marché. Les démarches chez le notaire doivent être prêtes en exactement 3 jours. Il y eut une seconde de silence à l'autre bout du fil. Laure était choquée, mais en entendant mon ton, elle comprit la gravité de la situation. Je raccrochai. Je regardai de nouveau le salon et un sourire amer se dessina sur mes lèvres. Vous voulez ma maison? Parfait. Nous allons voir avec qui vous allez cohabiter dans 3 jours quand vous arriverez avec vos valises. Un plan impitoyable et parfait commença à se former dans ma tête. Non seulement j'allais vendre l'appartement, mais j'allais leur donner une leçon qui les ferait trembler le reste de leur vie chaque fois qu'ils entendraient mon nom. Je commençai à emballer mes objets de valeur. Je les mis dans une valise et me préparai à un coup d'état sans effusion de sang, mais suffisant pour détruire toutes leurs illusions. Cette nuit-là, je ne dormis pas. La maison était grande, mais le silence était si profond que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale. La lumière des lampadaires de Paris filtrait à travers les rideaux, éclairant les murs que j'avais moi-même tapissés, les étagères que j'avais commandées sur mesure pour mes livres et mes plantes. 6 ans de ma jeunesse, 6 ans à économiser chaque centime, à me priver de caprices, sans oser m'acheter une robe chère, juste pour pouvoir payer la banque, et tout cela était sur le point de devenir les nouvelles jetons de casino de mon beau-frère inutile pour un simple caprice de ma belle-mère. Je sortis du tiroir la procuration notariée avec la signature d'Alexandre. En voyant l'écriture familière de mon mari, je ne ressentis aucune pitié, seulement une ironie mordante. L'année dernière, Alexandre avait secrètement pris nos économies pour payer une autre dette de Xavier. J'avais fait un scandale et j'étais sur le point de demander le divorce. Il s'était jeté au sol, pleurant et demandant pardon, et avait rédigé volontairement chez le notaire une procuration me donnant l'autorité absolue sur cet appartement comme garantie. Il avait juré sur sa vie que s'il se mêlait de nouveau des problèmes de son frère, il partirait les mains vides. Les promesses des hommes s'envolent avec le vent, mais ce qui est en noir et blanc avec le sceau officiel du notaire, la loi française le reconnaît. Le lendemain matin, j'avais à peine fermé les yeux que mon portable commença à sonner. C'était ma belle-mère. Je pris une profonde inspiration, arrangeai mes cheveux ébouriffés et décrochai. Je savais qu'à partir de ce moment, je devais jouer la meilleure pièce de théâtre de ma vie. Camille, tu t'es déjà levée ou tu es toujours collée à tes draps? Aujourd'hui, c'est samedi. Si tu es à la maison, mets-toi à nettoyer cette chambre et laisse-la impeccable. Rappelle-toi qu'il y a une énorme armoire en chêne dans cette chambre. Appelle quelqu'un pour la prendre, jette-la ou vends-la au ferrailleur pour faire de la place, car demain j'apporte mon lit à 2000 €. Xavier a l'habitude de dormir sur un matelas à mémoire de forme. S'il dort sur quelque chose de dur, il a mal au dos et ne le supporte pas. La voix stridente de Madame Rose résonnait au téléphone sans la moindre honte,
exactement comme une reine donnant des ordres à sa servante. Chaque mot était un couteau coupant le peu de patience qui me restait. L'armoire en chêne qu'elle voulait que je jette était le cadeau de mariage de mes parents, faite en bois massif, qui valait une fortune. Ah, et pendant que tu y es, va aux Galeries Lafayette et achète-nous de nouveaux jeux de draps. Xavier aime le bleu clair en coton égyptien ou en soie pour qu'il soit frais. Il est très déprimé par ses dettes. En tant que belle-sœur, tu devrais avoir la délicatesse de prendre soin de son état d'esprit. Cet après-midi, quand Alexandre reviendra de son voyage, prépare un bon dîner. Nous viendrons tous les deux dîner et nous réglerons le déménagement. Ah, belle-sœur, n'oublie pas d'appeler un technicien pour vérifier la climatisation de cette chambre. La dernière fois que je suis venue vous voir, elle faisait un bruit de tracteur et je ne peux pas dormir comme ça. Échange le mot de passe du Wi-Fi. Mais quelque chose de facile. Celui que vous avez, ce sont des chiffres et des lettres bizarres. Je n'arrive jamais à me connecter et ça m'énerve. Je serrai le portable si fort que mes jointures blanchirent. L'impudence humaine n'a vraiment pas de limite. Il venait de perdre 300 000 €. Il s'était retrouvé à la rue et exigeait toujours des matelas à mémoire de forme, du coton égyptien, et me donnait des ordres comme à une bonne. Je respirai profondément. Je baissai le ton de ma voix, feignant la soumission. D'accord, Rose, ne t'inquiète pas, je laisserai tout propre. Venez dîner cet après-midi. Avec Alexandre à la maison, ce sera plus facile de tout discuter, en famille. À peine avais-je raccroché que je reçus un message de Laure, l'agente immobilière. Elle avait trouvé un investisseur. C'était l'un de ceux qui achetaient des propriétés en dessous du prix du marché pour investir. Il avait l'argent liquide sur son compte bancaire et n'avait pas besoin de prêt immobilier. S'il aimait, il pouvait donner la compte demain et le lundi matin nous irions chez le notaire pour signer l'acte de vente. Sa seule condition était que la maison soit livrée vide juste après la signature. Je répondis par un simple « d'accord ». Je m'habillai rapidement et pris un taxi jusqu'au café où Laure m'avait donné rendez-vous. L'acheteur, Monsieur Charles, était un homme d'âge moyen, habillé de manière décontractée, mais avec un regard très aiguisé. Il examina les actes, les plans, plus important encore, ma procuration notariée. Il vérifia méticuleusement. Il appela un contact au registre foncier pour s'assurer qu'il n'y avait pas de charge ou de saisie. Quand il vit que tout était clair, légalement irréprochable et surtout que le prix était une affaire à 250 000 €, près de 50 000 € en dessous du marché, il accepta immédiatement. Il m'accompagna à l'appartement pour jeter un coup d'œil rapide à l'état des meubles. Rien. Dès l'entrée, il fut enchanté car la maison était entretenue avec soin. Nous signâmes le contrat de vente directement sur la table du salon. L'acompte fut de 20 000 €. Nous nous donnâmes rendez-vous le lundi à 8 h du matin chez le notaire. Argent en main. Clé remise. Juste au moment où Monsieur Charles sortait par la porte, la voiture de mon mari se gara dans la rue. Alexandre entra à la maison, desserra sa cravate, la jeta sur une chaise avec un geste de lassitude, mais me regarda du coin de l'œil avec peur. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, je le devançai d'une voix douce, comme si rien ne s'était passé, « Douche-toi et repose-toi. Je vais au supermarché acheter quelque chose de bon. Ce soir, ta mère et Xavier viennent dîner pour parler du déménagement. » En m'entendant, Alexandre s'arrêta. Son visage se détendit et il laissa échapper un soupir de soulagement. Il était sûrement venu avec un discours kilométrique préparé pour me convaincre ou même pour se disputer avec moi. Il s'approcha, me prit les mains, jouant son rôle de mari exemplaire et de bon fils. Il parla d'une voix grave qui autrefois me rendait folle. « Je sais que c'est injuste pour toi, chérie, mais maman a vendu la maison. Xavier n'a plus de dettes et maintenant ils sont à la rue. Je suis l'aîné. Si je n'accueille pas ma mère, les gens nous dévoreront vivants. Et un peu de patience. Xavier se remettra au travail. Nous nous soutiendrons et ensuite maman pourra à nouveau vivre seule. Je te promets que ce mois-ci, je te verserai tout mon salaire pour que tu le gères. » Je regardai fixement les yeux de mon mari, cherchant un soupçon de sincérité, mais je ne trouvai que lâcheté et mensonge.
Il disait que Xavier allait se mettre au travail, un joueur invétéré qui avait forcé la vente de la maison familiale allait se rasseoir, il disait qu'il me donnerait son salaire, mais il me cachait délibérément que sa mère prévoyait d'hypothéquer notre appartement. Je retirai mes mains et souris légèrement. Un sourire qui, en y repensant, a sûrement donné des frissons à Alexandre. Ne t'inquiète pas, je suis ta femme. Les problèmes de ta famille sont aussi ma responsabilité. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. Oui, j'avais tout arrangé. Ce soir-là, Madame Rose et Xavier vinrent dîner. La soirée se déroula dans une atmosphère étrange. Madame Rose ne cessait de servir de la nourriture à Alexandre dans son assiette, l'encourageant à faire ceci ou cela pour prendre soin de son petit frère. Xavier, mastiquant bruyamment, se plaignait que la soupe que j'avais faite était un peu fade. Alexandre, dit Madame Rose, je t'ai déjà prévenu, toi et ta femme. Ton frère et moi déménageons. Vous prenez en charge les dépenses. Xavier passe un mauvais moment. Toi, en tant que frère aîné, tu devrais lui prêter la voiture pour qu'il puisse aller à ses rendez-vous d'affaires et pour la chambre, Camille, demain même tu vas acheter le nouveau matelas, car je ne laisserai pas mon Xavier dormir dans cette vieille ferraille. Maman a raison, Alexandre, ajouta Xavier. Maintenant, je dois soigner mon image si je vais voir des partenaires. Si je prends le métro, ils se moqueront de moi et je ne ferai pas d'affaires. Ta voiture, de toute façon, ma belle-sœur l'utilise à peine. Donne-moi les clés, demain je commence à la conduire. Je restai silencieuse, le regard baissé pendant que je mangeais, hochant la tête de temps en temps comme une belle fille soumise et obéissante. Alexandre, en voyant mon attitude, se sentit exubérant, croyant que son autorité m'avait enfin dominé. Généreusement, il sortit les clés de sa voiture et les donna à Xavier. Il promit même que le lendemain il me demanderait de faire un virement à Madame Rose pour acheter de nouvelles choses pour le salon. Je regardai les clés de la voiture tomber entre les mains de mon beau-frère inutile, et je ressentis un peu de pitié car une partie de cette voiture avait aussi été payée avec mon argent, mais je laissai passer. La voiture était au nom d'Alexandre et pour la vendre, il fallait la signature des deux, une paperasse qui me prendrait du temps, et le temps était ce que j'avais le moins. Mon objectif principal était les 250 000 € qui allaient être versés sur mon compte, qu'ils profitent de leur illusion de pouvoir ce soir. Le dîner se termina. Madame Rose et Xavier partirent en promettant que le mardi matin, ils appelleraient un camion de déménagement pour apporter leurs affaires. Cette nuit-là, alors qu'Alexandre ronflait déjà à mes côtés, je me levai sur la pointe des pieds, sortis la plus grande valise du placard et commençai à y mettre tous mes biens personnels de valeur, mes documents, les bijoux de mariage, le portable et mes vêtements les plus chers. Ce qui ne rentrait pas dans la valise, je l'emballai dans des cartons, les fermai avec du ruban adhésif, mis mes parents comme expéditeurs et engageai une entreprise de livraison pour qu'ils viennent les chercher à la première heure. En regardant la maison pour la dernière fois dans l'obscurité, je ne versai pas une seule larme. La trahison de mon mari et l'avarice de ma belle famille avaient aiguisé mon cœur, le transformant en un bloc de glace. La guerre froide était terminée. Il était temps de porter le coup de grâce. Le lundi, le réveil sonna très tôt. Je me réveillai avec une lucidité inhabituelle. Alexandre était toujours enroulé dans les draps, marmonnant des plaintes parce que mon bruit l'avait réveillé. Je lui donnai l'excuse que nous avions un audit surprise à l'entreprise et que je devais arriver plus tôt pour préparer les rapports. Alexandre ne se douta de rien, lâcha un grognement et se retourna pour continuer à dormir. Je pris la valise que j'avais préparée la veille et les cartons à envoyer à Toulouse et fermai doucement la porte. Le clic de la serrure résonna. Je savais que c'était la dernière fois que je sortirais de cette maison en tant que propriétaire. À 8 heures du matin, j'étais chez le notaire. Laure et Monsieur Charles m'attendaient déjà. C'était lundi matin et l'étude notariale était bondée. Le bruit des imprimantes et le coup de tampon du notaire créaient une ambiance frénétique. L'officier de la notaire était une connaissance de Laure et avait déjà examiné les papiers la veille, donc tout alla très vite. Ils vérifièrent ma carte d'identité, les actes originaux et, le plus important, la procuration notariée de disposition de biens. Lorsque le notaire lut à voix haute la clause, la partie B, c'est-à-dire moi,
a plein pouvoir de décision sur l'achat-vente, le transfert, la donation ou l'hypothèque du bien immobilier sans nécessité du consentement de la partie A, Alexandre. De même, la partie B a plein droit de recevoir les fonds issus de la dite transaction. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. C'était l'erreur fatale qu'Alexandre avait commise lorsqu'il avait voulu apaiser ma colère. 1 an auparavant, il pensait que ce n'était qu'un papier pour calmer sa femme. Il n'imaginait jamais que ce serait l'épée avec laquelle je couperais à la racine tout lien avec sa famille toxique. Juste au moment où j'allais prendre le stylo pour signer, mon portable commença à vibrer violemment. Sur l'écran s'affichait le nom de Xavier. Je fronçai les sourcils et pensais à raccrocher. Mais ensuite je décidai de répondre. J'avais besoin de savoir ce qu'il faisait pour m'assurer que rien ne gâcherait ces minutes cruciales. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, Alexandre m'a donné la voiture, mais j'ai vu qu'elle n'avait presque plus d'essence et qu'il fallait passer le contrôle technique. Fais-moi un virement urgent de 500 € pour l'emmener au garage et faire le plein. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un gros investisseur. Si j'y vais avec une voiture en piteux état, ils vont se moquer de moi et je ne ferai pas d'affaires. Allez, vite, envoie-le tout de suite, je dois y aller. J'esquissai un sourire froid. Un affamé qui venait de perdre 300 000 € 2 jours auparavant se promenait aujourd'hui avec la voiture de son frère aîné, exigeant de l'argent de sa belle-sœur sur un ton d'ordre. Je regardais les contrats sur la table en attendant ma signature. Je pris une profonde inspiration et répondis de la voix la plus douce possible. Xavier, je suis en pleine réunion. Emmène la voiture au garage et quand ils auront terminé, dis-leur de te faire une facture. Envoie-la-moi par WhatsApp et je leur ferai le virement directement. Là, je suis en train de faire un rapport à mon chef. Je ne peux pas utiliser l'application bancaire. Qu'est-ce que tu es pénible ? Ce ne sont que 500 balles. Fais-le-moi et s'il en reste ou s'il en manque, je m'en occupe. Tu es de la famille et tu comptes chaque euro. Pas étonnant qu'Alexandre en ait marre de toi. Allez, dépêche-toi, je n'ai pas toute la journée. Xavier raccrocha brusquement. Je posai le portable sur la table et un sourire glacial apparut sur mes lèvres. Je ne lui transférerai pas un centime. Je voulais voir où ce bon à rien de beau-frère trouverait l'argent pour payer le garage plus tard. Je me penchai et signai d'un trait décidé tous les documents de vente. Ma signature fut ferme, sans la moindre hésitation. En terminant, je poussai les papiers vers Monsieur Charles. Il signa également. Une seconde plus tard, la notification de l'application de ma banque retentit. Je déverrouillai l'écran et vis une longue série de chiffres. 200 000 € venaient d'être crédités, les 20 000 € de la compte ayant été déduits. Selon notre accord, comme je lui avais vendu la propriété bien en dessous du prix du marché, je recevais le paiement intégral et immédiat et lui remettais les clés, les actes et tous les meubles qui se trouvaient dans la maison. Les formalités d'inscription au registre foncier seraient effectuées par son notaire. Je remis le trousseau de clés à Monsieur Charles, lui serrai la main et sortis de l'étude notariale. Le vent frais de la matinée parisienne me caressa le visage. Je remplis mes poumons de liberté. À ce moment-là, j'avais plus de 250 000 € sur mon compte. C'était l'argent qui me revenait pour les 80% que mes parents avaient versés, et le reste était une indemnisation pour les 6 années passées à supporter cette famille. J'ouvris l'application bancaire et divisai immédiatement l'argent. J'en envoyai une partie sur 3 comptes d'épargne en ligne différents et le gros fut transféré sur une banque internationale dont Alexandre n'avait aucune idée. Je savais que l'argent de la vente en régime de communauté de biens pouvait être contesté légalement, mais une fois l'argent caché et que j'avais le dessus. Si Alexandre voulait me poursuivre en justice, cela prendrait des années. Et où allait-il trouver l'argent pour des avocats s'il devait entretenir sa mère et son frère parasite ? Dans un taxi en route pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, je bloquai les numéros de Xavier et de ma belle-mère, mais avant de le faire, je reçus un message vocal de Madame Rose. Je le lus, Camille, j'ai déjà parlé à Xavier. Demain, quand nous déménagerons et que les menuisiers viendront monter le lit, je leur dirai de démolir le mur qui sépare le salon de la cuisine pour que ce soit plus ouvert. Ce mur coupe l'énergie. Le feng shui de la maison est mauvais, c'est pour ça que l'argent ne rentre pas. J'ai déjà décidé. Ne t'inquiète pas.
Quand les ouvriers viendront, reste à la maison pour les payer. Vous gagnez bien. Ne sois pas radine avec ta mère. Je ris à gorge déployée au milieu du taxi, si fort que le chauffeur me regarda dans le rétroviseur. Elle voulait abattre le mur de ma maison, elle voulait améliorer le feng shui de ma maison. Quel dommage, cette maison appartenait maintenant à un homme d'affaires à la réputation douteuse, spécialisé dans l'achat de bonnes affaires, et qui avait en plus une équipe de voyous recouvreurs à son service. J'imaginais la scène de demain. Madame Rose arrivant en force pour abattre des murs, chargée de valises et se retrouvant face au nouveau propriétaire brandissant un contrat légal. Ce serait une brillante comédie. Dommage de ne pas avoir de billet pour la voir au premier rang. À l'aéroport, je pris mon billet pour un vol direct vers La Réunion. J'avais loué une petite villa face à la mer pour un mois, sans pleurs, sans scène de jalousie, sans dispute. La vengeance la plus impitoyable contre les parasites est de leur couper brusquement leur source de nourriture. Pendant que j'attendais dans le salon VIP, j'ouvris le chat avec Alexandre et lui écrivis un seul message: je pars en voyage un temps pour me reposer. Ne me cherche pas. Ah, ta mère et Xavier voulaient une maison spacieuse. J'ai déjà arrangé ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les trois. J'envoyai le message, sortis la carte SIM, la coupai en deux et la jetai à la poubelle. J'insérai une nouvelle carte que j'avais déjà préparée, mis mes lunettes de soleil et marchai vers la porte d'embarquement. Le ciel était radieux. À partir de maintenant, je ne verserai plus une seule larme pour des gens qui ne le méritaient pas. Demain, l'ouragan s'abattrait sur cette famille et je serais assise de loin, sirotant un cocktail glacé, attendant tranquillement de voir comment leur masque de fausse moralité s'effriterait entre eux, se retrouvant sans refuge. La brise marine ébouriffa mes cheveux lorsque j'atterris à l'aéroport de La Réunion Sud. Le soleil brillait fort et l'air avait ce goût salé de l'océan. Je respirais profondément, sentant comment je me débarrassais d'un rocher de 1000 kilos qui m'avait écrasé la poitrine pendant 6 ans. La villa que j'avais louée était cachée derrière des palmiers, avec piscine privée et vue directe sur l'Atlantique. Sans les reproches de ma belle-mère, sans le parasite de beau-frère et sans la présence de mon mari lâche qui m'utilisait toujours comme bouclier. Pour la première fois, je vivais pour moi-même. Je m'allongeai dans un hamac et pris une gorgée d'eau de coco froide. Le temps s'écoulait lentement, en paix, mais je savais qu'à plus de 2000 km de distance, une tornade était sur le point de ravager ces gens qui se croyaient si malins. Le mardi matin, le jour que Madame Rose et Xavier avaient choisi pour déménager, une voisine de mon ancien quartier de Paris me tenait informée par message. Tout se passait en temps réel, comme une télénovela sur mon portable. Et comme je l'avais prédit, le spectacle fut majestueux, comme me le raconta mon contact. Vers 9 heures du matin, un camion de déménagement apparut et se gara devant le portail. Madame Rose descendit, vêtue de sa blouse de soie à fleurs, le visage satisfait et donnant des ordres comme une marquise. Derrière elle, Xavier affichait son attitude de supériorité, sifflant. Du camion descendirent 3 ouvriers, transportant le lit à 2000 €, des armoires bon marché en contreplaqué et d'énormes sacs remplis de vêtements. Madame Rose s'approcha de la porte de l'immeuble, puis du palier de l'appartement et commença à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne n'ouvrit. Elle commença à se plaindre à grands cris, frappant à la porte. « Camille, où es-tu ? Je t'ai dit de rester pour ouvrir aux déménageurs. Où est passée cette incapable ? Elle est incapable de faire quoi que ce soit de bien, même pour accueillir sa belle-mère. Xavier, appelle ton frère et dis-lui de la faire venir tout de suite. Elle veut que je meure de soif ici dehors avec les hommes. Je sonne depuis un moment, maman, mais son portable est éteint depuis hier soir et Alexandre dit qu'il est en réunion, qu'il viendra plus tard. En plus, regarde, les volets sont fermés. Cette folle est sûrement partie pour nous faire une blague. Quand Alexandre reviendra, je vais lui dire de lui donner 2 bonnes claques pour qu'elle apprenne à être une bonne épouse. Furieuse, Madame Rose sortit de son sac un trousseau de clés. C'étaient des doubles qu'Alexandre lui avait donnés en cachette quelques jours plus tôt au cas où je deviendrais têtue. Elle inséra la clé dans la serrure, mais elle ne tourna pas. La serrure avait été changée lorsque j'avais remis la maison au nouveau propriétaire. Madame Rose, désespérée, força la clé jusqu'à ce qu'elle se casse dans le cylindre.
Elle commença à proférer des injures, attirant l'attention des voisins du palier. Juste à ce moment, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et 3 hommes en sortirent. Celui qui marchait devant, un cinquantenaire, portait sa chemise déboutonnée, laissant apparaître un tatouage sur la poitrine, et tenait une mallette à la main. C'était le nouveau propriétaire, Monsieur Charles. Derrière lui se trouvaient 2 jeunes hommes baraqués à l'air peu amical. Monsieur Charles fronça les sourcils en voyant le tas de meubles bloquant la porte de sa maison et s'adressa à Madame Rose. « Écoutez, madame, que faites-vous en bloquant la porte de ma maison ? Dites au déménageur d'enlever ces vieilleries pour que je puisse entrer. Vite !» Madame Rose, en entendant « ma maison », se dressa immédiatement, crachant le venin auquel elle était habituée. « Ah, écoutez-moi, parlez avec respect. Qui appelez-vous madame, et depuis quand cette maison est-elle la vôtre ? Êtes-vous fou ou aveugle ? C'est l'appartement de mon fils, Alexandre. Je suis sa mère. Aujourd'hui, je déménage ici. Qui croyez-vous être pour me donner des ordres ? Écartez-vous de la porte. » Ça, s'exclama Xavier, et vous, qui êtes-vous ? Vous avez l'air de délinquant. Écartez-vous, les déménageurs doivent passer. Si vous abîmez le lit à 2000 € de ma mère, vous n'aurez pas d'argent pour le payer. À peine avait-il fini de parler que l'un des gorilles de Monsieur Charles se jeta sur Xavier, l'attrapa par le col de sa chemise, le souleva du sol comme s'il était en papier, le regarda fixement et laissa échapper un grognement qui laissa Xavier pâle, tremblant, sans pouvoir articuler un mot. Monsieur Charles leva la main pour arrêter son homme et, avec tout le calme du monde, ouvrit le dossier et plaqua les documents sur le visage de Madame Rose. « L'appartement de votre fils ? Eh bien, ouvrez bien les yeux et regardez à qui appartiennent ces actes. Quand ce contrat a-t-il été signé ? Voici la signature de votre belle-fille, très claire. J'ai payé les 250 000 € comptant hier même. Les démarches sont déjà au registre foncier. Cette maison est maintenant la mienne. Vous avez 3 minutes pour enlever toutes ces ordures de ma vue. Sinon, je demanderai à mes gars de les jeter par la cage d'ascenseur. » Madame Rose resta les yeux écarquillés. Elle saisit le papier de ses mains tremblantes. La signature de Camille était là. La somme, la date de l'acte notarié, tout était légal et transparent. La vue se brouilla, ses jambes fléchirent, elle recula en trébuchant contre le mur. Non, ce n'est pas possible. Camille a vendu la maison. Elle a osé vendre la maison sans demander à Alexandre. Il avait les actes. On nous a escroqués. Sûrement qu'ils ont falsifié les papiers. Rendez la maison à mon fils. Xavier, qui s'était dégagé du voyou, prit le papier, le lut et ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. Sa voix sonna brisée. Maman, il y a une procuration générale d'Alexandre ici. Il a cédé les pleins pouvoirs à ma belle-sœur l'année dernière. Il y a même le sceau officiel du notaire. Elle l'a vraiment vendu, maman. En entendant cela, Madame Rose eut l'impression d'être frappée par la foudre et s'effondra au sol. Elle se couvrit le visage et commença à pleurer à chaudes larmes. Elle commença son habituel chant dramatique, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour me faire du chantage émotionnel, mais le cri d'un désespoir authentique. Oh mon Dieu, ma belle-fille m'a escroqué. Elle s'est alliée à des étrangers pour vendre la maison de mon fils. Mes 300 000 € sont partis. Maintenant, elle nous vole le toit où nous allions vivre. Sale empoisonnée. Que vais-je faire maintenant ? Alexandre, mon fils, viens voir comment la femme de ton épouse a fait entrer des voleurs chez nous. Ignorant les cris, Monsieur Charles ordonna d'ouvrir la porte. Ces 2 hommes saisirent les sacs de vêtements de Madame Rose et les jetèrent dans les escaliers sans dire un mot. Les 3 déménageurs, voyant l'état des lieux, exigèrent leur dû et s'enfuirent, laissant mère et fils abandonnés sur le palier, avec toutes leurs affaires éparpillées. À cet instant, Alexandre arriva, ayant monté les escaliers en courant. Il devint livide en voyant la scène. « Alexandre, tu es là » cria Xavier. « Regarde ta femme. Elle a vendu l'appartement en douce à des mafieux et s'est enfuie avec l'argent. Elle a laissé maman et moi dans la rue, humiliés. Quel genre de mari es-tu pour que ta femme te fasse ça, mon fils » pleurait Rose. « J'ai perdu ma maison et elle a vendu celle-ci ?
Exige qu'il te rende l'appartement. Appelle la police. Qu'on l'enferme en prison pour vol. Alexandre resta paralysé en regardant Monsieur Charles et en voyant la procuration notariée avec sa propre signature. À ce moment-là, il dut se souvenir de son stupide erreur d'il y a un an. Il s'approcha, balbutiant, essayant d'expliquer que c'était un bien commun et que je ne pouvais pas le vendre sans sa permission. Mais Monsieur Charles laissa échapper un rire ironique et tapota les documents. Tout est légal. Papier, encre et sceau. Votre femme l'a vendu. Je l'ai acheté légalement. Si vous avez une plainte, allez chercher votre femme ou un juge, mais maintenant c'est ma maison, alors faites-moi le plaisir d'emmener votre famille et ses ordures d'ici. Je dois appeler les maçons et il vaut mieux que vous partiez vite, car si mes gars s'énervent, je ne réponds plus de rien. En voyant l'attitude de Monsieur Charles, Alexandre sut qu'il n'y avait rien à faire. Il déglutit, se retourna et prit par le bras sa mère qui était toujours au sol. Les deux, avec l'inutile Xavier, commencèrent à ramasser pathétiquement leurs affaires pour les mettre dans la voiture, abandonnant dans la rue ceux qui ne rentraient pas. La porte se referma d'un coup, laissant derrière elle toutes leurs ambitions et bassesses. Le rideau était tombé, mais le cauchemar pour eux ne faisait que commencer. J'éteignis l'écran de mon portable, ressentant un profond soulagement, et pris une gorgée de mon doux cocktail. La vie est très juste. On récolte ce que l'on sème. Profitez-en, très chère famille. La nuit sur la côte était étrangement paisible. Les vagues se brisaient sur le sable et le vent agitait les rideaux blancs de ma villa. Je buvais un verre de vin, écoutant de la musique douce quand le portable commença à vibrer. Un numéro inconnu. Je savais parfaitement qui c'était. Sûrement qu'après avoir été mis à la porte, ils avaient acheté une nouvelle carte pour m'appeler. Je pensais à les ignorer, mais le jeu n'était pas encore terminé. J'avais besoin d'entendre jusqu'à quel point ils étaient tombés pour que ma satisfaction soit complète. Je décrochai, haut-parleur. SAE, vipère venimeuse, où es-tu? Viens tout de suite arranger ça. Tu es une voleuse. Tu as vendu la maison de mon fils et tu t'es enfui avec l'argent. Je vais aller à la police nationale et tu vas pourrir en prison, ingrate. La voix stridente de Madame Rose sonnait enrouée de tant pleurer et rauque de tant crier. Elle me déversa toutes les insultes imaginables. Je pouvais entendre Xavier à ses côtés, l'encourageant à m'insulter davantage, et Alexandre, essayant de la faire taire en vain. J'attendis qu'elle se fatigue de crier et qu'elle allait à l'autre bout du fil. Alors je parlais lentement, clairement et froidement, comme un bloc de glace. As-tu fini, Rose? Bois un verre d'eau, tu vas perdre ta voix. Tu vas aller à la police? Vas-y sans problème. J'ai vendu la maison avec une procuration notariée totalement légale signée par ton fils. L'argent est à moi. Aucune loi ne l'interdit. Et quant à voleuse, tu t'es trompée de personne. Celui qui escroque et vole dans cette famille, ce n'est pas moi. C'est le très cher enfant que tu as à tes côtés. Belle-sœur, ne crache pas ton venin, cria Xavier. Qui ai-je escroqué, moi? Tu vends la maison de mon frère. Tu nous laisses à la rue et maintenant tu me reproches tout? Tu es une ingrate. Cette famille t'a nourri pendant des années et maintenant tu mords la main. Alexandre, tu vois. Tu as choisi la mauvaise femme. Je ris avec mépris. Une famille qui m'a nourri? J'ai travaillé jour et nuit pendant 6 ans, empruntant de l'argent à mes parents pour boucher les trous de cette famille et entretenir un joueur inutile. Et malgré tout, ils se croyaient mes sauveurs. Xavier, comme tu parles bien. Réponds-moi ceci, les 300 000 € de la maison de ta mère étaient pour payer des dettes, n'est-ce pas? À qui as-tu payé? Où sont les reçus? Ou ne serait-ce pas que tu as tout misé à nouveau et que tu pensais utiliser mon appartement pour continuer à payer les usuriers? Pourquoi ta mère voulait-elle hypothéquer mes actes? Tu crois que je suis stupide? Elle allait me sucer le sang jusqu'à me tuer, alors j'ai dû me couper le bras pour survivre. Quelle sottise dis-tu, intervint Rose. Xavier a été trompé. Ces voyous lui ont mis un couteau sous la gorge. Si je ne vendais pas la maison, il le tuait. Toi, en tant que belle-sœur, tu as le sang-froid de le laisser mourir? Maintenant, nous n'avons plus d'endroit où tomber mort.
Tu dois prendre tes responsabilités. Rends-nous l'argent. La moitié de cette maison est à Alexandre. Donne-le-moi pour que j'achète un autre appartement. Je pris une gorgée de mon verre de vin, sentant la chaleur agréable descendre ma gorge. L'argent d'Alexandre? Quelle blague, Rose? Demande à ton fils combien il a mis pour cet appartement. 80% m'ont été donnés par mes parents. Je n'ai pris que ce qui m'était dû et un petit plus pour les dommages moraux subis ces 6 années. Alexandre ne se retrouve pas à la rue, il a la voiture que Xavier lui a empruntée. Vends la voiture et vous aurez de quoi tenir. Maman, ne parle pas à cette SAE, rugit Xavier. Elle avait tout prévu pour nous voler. Demain, je découvre où elle se cache et j'envoie quelqu'un lui casser la figure. Elle croit qu'elle peut voler l'argent et s'en tirer comme ça. Xavier, cherche-moi ce que tu veux. Je suis très loin et très en sécurité, mais ne t'inquiète pas de me chercher, moi. Inquiète-toi de ceux qui te cherchent, toi. Les 300 000 euros, je doute qu'il t'ait suffi pour couvrir tes dettes. On m'a dit que tu t'étais aussi mêlé à des prêteurs et à des gens louches. Et eux ne sont pas aussi éduqués que moi. Le silence se fit à l'autre bout du fil. Xavier semblait avoir été frappé là où ça faisait le plus mal. Rose recommença à sangloter. Camille, je t'en supplie. Je sais que je me suis trompée. Je n'aurais pas dû dire de déménager chez toi ni de l'hypothéquer. Aie pitié. Je suis âgée. Je ne sais pas où aller. Alexandre gagne des miettes. Il ne peut pas nous entretenir, Xavier et moi. Donne-nous un peu d'argent pour louer quelque chose et nous nous arrangerons en famille. Je fermai les yeux. Leurs pleurnicheries et leurs supplications misérables n'éveillèrent pas la moindre once de compassion en moi. Pendant 6 ans, combien de fois avais-je entendu les mêmes supplications d'Alexandre? Et après chaque excuse, venait une nouvelle trahison. Ma confiance était morte et mon empathie s'était épuisée. Rose, quand tu as vendu ton chalet, as-tu pensé à ce qui se passerait? Quand tu m'as exigé de vous accueillir, as-tu pensé à moi? N'utilise pas ton âge pour mendier la pitié. Ce que tu fais, tu le paies. Alexandre, c'est ton enfant gâté. Qu'il prenne ses responsabilités. Ne rappelez plus ce numéro. Nous avons terminé. Les papiers du divorce parviendront à Alexandre par l'intermédiaire de mon avocat dans quelques jours. Au revoir. Je raccrochai et bloquai ce nouveau numéro. La tranquillité revint dans l'ambiance. Les vagues continuaient de se briser. C'était la première fois que je prenais la décision d'amputer complètement la partie pourrie de ma vie, sans hésitation. L'appel de l'enfer était terminé et je savais que leur punition ne faisait que commencer. Plus d'1 semaine passa. Depuis ma villa, j'avais repris mon rythme de vie. Je lisais, faisais du yoga, me promenais sur la plage et travaillais à distance. Plus de plaintes, plus d'odeur de tabac de Xavier, plus de soupirs lâches d'Alexandre évitant ses responsabilités. Cependant, par l'intermédiaire de Laure et de mon avocat, j'appris que la famille idyllique que Rose tentait de protéger était en train de se déchirer. Selon Laure, après avoir été mis à la rue, ils finirent par louer un appartement insalubre dans une ruelle sordide des environs de Paris. Avec le salaire d'employé moyen d'Alexandre, entretenir 3 adultes plus le loyer était une pression étouffante. Et comme je l'avais prédit, la bombe à retardement des dettes éclata une nuit. Alors que Rose préparait le dîner dans cette petite cuisine, la porte métallique de l'appartement en location fut frappée. Qui est là? Quelle façon de frapper? Vous allez défoncer la porte. J'arrive. En ouvrant, 3 types couverts de tatouages firent irruption dans la maison, sentant l'alcool et le tabac. Où est Xavier? Qu'il sorte tout de suite. Il croit qu'il peut se cacher, mais qui êtes-vous? Xavier n'est pas là. Il ne doit rien à personne. Je viens de vendre ma maison pour 300 000 euros pour régler ses dettes. Il vous a déjà payé. Ne venez pas nous extorquer. 300 000? Vieille folle. Ça n'a couvert que le capital qu'il devait à Monsieur Longo. Mais les intérêts, les majorations et ce qu'il doit au patron du casino clandestin s'élèvent à près de 150 000 euros de plus. Il a dit que vous vendriez cette maison pour payer. Et maintenant, l'oiseau s'est envolé.
Donnez-moi l'argent ou je démolirai toute la maison. Rose sentit le sol disparaître sous ses pieds et s'effondra. 150 000 € de plus? Comment était-ce possible? Xavier lui avait juré qu'avec la vente du chalet, tout serait réglé et qu'il recommencerait à zéro. À ce moment-là, Xavier rentrait de la rue. En voyant les huissiers à la porte, il devint pâle et tenta de s'enfuir, mais l'un d'eux l'attrapa. « Lâche-moi. Je ne m'échappe pas. » Ils l'attrapèrent par le cou et le jetèrent au sol devant sa mère. Rose, en larmes, se jeta sur lui. « Xavier, maudit sois-tu. Tu m'as trompé. Tu m'as dit qu'en vendant le chalet, tout s'arrangerait. D'où sortent ces 150 000 €? Tu vas me tuer de chagrin. » Xavier, loin de se repentir, écarta sa mère et lui cria « Tais-toi, maman. Tu ne sais rien. Ces 300 000 € n'ont servi qu'à couvrir le strict nécessaire. Ils m'ont trompé. Les intérêts augmentaient et je ne pouvais pas contrôler ça. Vendre la maison n'a rien arrangé. Tu aurais dû convaincre ma belle-sœur de mettre son appartement en garantie. Mais tu es une incapable. Et Alexandre est un homme sans caractère qui a laissé cette salle de Camille vendre la maison et s'enfuir. De quoi me reproches-tu maintenant? Vous me dégoûtez. » Là, en tombant le masque du fils parfait, apparut la vraie nature égoïste et ingrate de Xavier. Il se fichait que sa mère dorme dans un trou. Il ne faisait que blâmer les autres de ne pas le laisser se faire sucer le sang. « Que dis-tu? Tu me reproches ça? Par ta faute, j'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma belle-fille. Et ton frère doit travailler comme un forçat. Tu es un animal, » cria Rose en lui donnant une gifle retentissante. Mais Xavier se débattit, poussa sa mère avec tant de force qu'il la fit tomber au sol. « Ne me frappe pas. Si tu es si intelligente, trouve de l'argent où tu veux. Ne joue pas les saintes. Je vais chercher Alexandre pour qu'il vende sa voiture et paie ma dette. Si nous ne la payons pas, nous mourrons tous. » Il s'enfuit en courant, esquivant les voyous. Les huissiers, voyant qu'ils n'allaient pas en tirer un centime, partirent en lançant des menaces et laissant Rose étendue sur le sol, pleurant sur les ruines de sa réalité. Le véritable cauchemar venait de s'abattre sur elle. Tout se déroulait selon le scénario qu'ils avaient eux-mêmes écrit avec leur stupidité. Et moi, je n'étais que celle qui levait le rideau. En buvant mon thé depuis le canapé de ma villa, mon avocat me raconta le reste. Je n'avais pas contacté Alexandre, mais l'avocat, oui. Les papiers du divorce lui étaient parvenus avec les extraits de ce que je transférais sur mes comptes, froid et transparent. L'effondrement d'Alexandre ne fut pas dû à ma fuite, mais à ceux qu'il avait tenté de protéger la nuit où les prêteurs avaient fait irruption. Alexandre rentra tard après avoir fait des heures supplémentaires. Il ne l'attendait pas un dîner chaud, mais une porte cabossée, des meubles cassés, sa mère pleurant au sol et Xavier fouillant dans ses affaires pour lui voler les clés de la voiture. En apprenant la nouvelle dette de 150 000 €, Alexandre resta pétrifié. Il s'était agenouillé tant de fois devant moi, il avait juré de ne plus se mêler de problèmes. Et son frère venait de détruire le petit théâtre de la famille heureuse. Lorsque Xavier tenta de lui prendre les clés de la voiture, la seule chose de valeur qui lui restait fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Alexandre se jeta sur lui arracha les clés et lui assena un coup de poing. Pour la première fois, le lâche frère aîné utilisa la violence contre l'enfant gâté. Ils se battirent au milieu du petit appartement, cassant le peu qui restait. Rose criait, mais en vain. Finalement, Alexandre mit Xavier à la porte et le renia, mais son réveil arrivait bien trop tard. Alexandre m'appela par l'intermédiaire de l'avocat. Sa voix était rauque, épuisée et pleine de repentir. « Camille, pardonne-moi, je me suis trompée. Tu avais raison. Xavier est un parasite et maman était aveugle. J'ai perdu la femme de ma vie à cause de cette famille toxique. S'il te plaît, retire la demande de divorce. Donne-moi une chance. J'ai viré Xavier. À partir de maintenant, je ne vivrai que pour toi. » Ces paroles ne m'émurent pas, elles me firent juste rire. Les hommes acculés sont experts en serment, mais leur lâcheté était dans leur ADN. Il avait viré son frère par un accès de colère pour protéger sa voiture. Pas pour moi.
Tu te repens, lui répondis-je. Tu crois qu'en disant « désolé » tout s'arrange, mais voyons jusqu'où va ton repentir. Si tu me veux de retour, je te pose 3 conditions. Premièrement, demain tu vends cette voiture et tu transfères l'argent à mes parents en compensation morale pour ces 6 ans. Deuxièmement, tu signes devant notaire la renonciation à l'héritage et tu coupes tout lien financier avec ta mère et Xavier. Troisièmement, tu vas au commissariat national et tu dénonces toi-même Xavier pour falsification de documents et escroquerie à des prêteurs pour qu'il paie tout ce qu'il a fait. C'étaient des conditions cruelles. Je ne voulais pas revenir avec lui, je voulais juste voir la limite de ses prétendues promesses. Le silence à l'autre bout du fil fut total. Je lui demandais de vendre son orgueil masculin, de répudier sa mère, de mettre son frère en prison. Camille, tu ne peux pas me demander ça. J'ai besoin de la voiture pour aller travailler. Et Xavier est mon frère. Comment ma mère va-t-elle survivre si je fais ça? Tu es trop cruel. Je souris avec dédain. Cruel? Cette cruauté, je l'ai apprise de vous. Tu vois, Alexandre. Quand on touche à tes vrais intérêts, tu les choisis toujours plutôt que moi. Tu n'as jamais eu le courage de me protéger de cette toxicité. Alors, ne parle plus de recommencer à zéro. On se voit au tribunal. Je raccrochai. Son verre qui débordait ne sauvait pas notre mariage. Personne ne peut vous faire de mal à moins que vous ne lui donniez la permission. Et je lui ai retiré ce privilège pour toujours. Près d'un mois passa et je terminai mes vacances à La Réunion. Je revins à Paris pour l'audience de divorce. J'étais renouvelée, bronzée, les cheveux courts, vêtue d'un élégant tailleur pantalon et dégageant l'aura d'une femme libre et maîtresse d'elle-même. Avant d'aller au tribunal, mon avocat m'informa de quelque chose d'intéressant. La police nationale avait arrêté Xavier. On l'accusait d'escroquerie et d'agression sur une personne lors d'une altercation dans une gargote. Il avait touché le fond. Je décidai de passer par le commissariat, non pas pour leur rendre visite, mais pour assister à la fin de ceux qui m'avaient acculé. Dans la salle d'attente, j'entendis des pleurs. Rose était assise sur des chaises en plastique, décoiffée et les vêtements froissés. À ses côtés se trouvait Alexandre, cerné, la barbe de plusieurs jours et le regard vide. Ils ne me reconnurent pas au début jusqu'à ce que le son de mes talons s'arrête devant eux. Ils me regardèrent de haut en bas, incrédules. Je n'étais plus la belle fille soumise et pâle, mais une femme radieuse et pleine d'autorité. Alexandre se leva et balbutia mon nom, mais mon regard glacial le figea. Mais Rose, c'était une autre histoire. En me voyant, son instinct manipulateur s'activa. Elle se jeta sur moi, m'agrippant par la veste. « Camille, tu es revenue, ma fille. Aide ton frère, par pitié. Ils ont arrêté Xavier, ils disent qu'il a escroqué des centaines de milliers d'euros. Ils vont le mettre en prison. Tu as vendu la maison, tu as de l'argent, paie la caution, sors-le de là, je t'en supplie. S'il va en prison, je meurs. » Je regardais la main osseuse qui souillait mes vêtements. Cela me répugnait. Elle avait tout perdu, mais elle continuait à ouvrir la bouche sans vergogne pour exiger l'argent de la femme qu'elle avait tenté de mettre à la rue. Je repoussai sa main doucement et fis un pas en arrière. « Rose, tu te trompes de personne. Je ne suis plus ta belle-fille et mon argent n'est pas là pour nettoyer les crimes d'un voleur et d'un joueur. Si tu veux le sortir, demande de l'argent à tes amis, à ses parents dont tu te montrais si fier. »« Comment oses-tu dire ça ?» cria-t-elle. « C'est ton beau-frère. Tu t'enfuis avec l'argent de cette famille pour vivre la belle vie et tu restes les bras croisés. Tu es une sorcière, tu n'as pas de cœur. » Je ris à gorge déployée au milieu du commissariat, attirant l'attention des agents. « Sorcière sans cœur ? Tu as raison. Si ce n'était pas mon instinct de défense, ton fils et toi m'auriez dévoré il y a longtemps. Tu as vendu ta maison pour 300 000 euros pour le sauver et il s'est endetté de 150 000 euros de plus. Et maintenant tu veux que je paie sa caution ? Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ? » Alexandre, d'une voix faible, intervint. « Camille, s'il te plaît, n'en rajoute pas sur la blessure de ma mère. Si tu ne veux pas aider, va-t'en, mais ne sois pas si cruel avec elle. » L'homme continuait à jouer le héros moral. « Cruel, moi,
Alexandre? Les 6 ans où j'ai supporté vos mépris, qui a calculé ma souffrance? Continuez votre théâtre familial. Demain au tribunal, apporte un stylo pour signer le divorce. Ne me faites pas perdre plus de temps. La porte d'interrogatoire s'ouvrit et 2 policiers sortirent, escortant Xavier menotté et terrorisé. En voyant sa mère, il cria « Maman, sors-moi d'ici. Alexandre, aide-moi. Maman, qu'Alexandre vende sa voiture. Demandez un prêt à la banque. Sortez-moi. Oh, Xavier, mon fils, il ne me reste plus rien, pleurait Rose, le serrant inutilement dans ses bras. Alexandre resta impuissant, regardant son frère se faire emmener. Je me retournai et sortis en marchant vers la lumière de la rue. Il n'y eut pas de retrouvailles ni de pardon, seulement le goût amer de l'ambition brisée et du karma accompli. Le divorce fut rapide. Alexandre n'avait pas d'argent pour des avocats ni pour se battre pour le compte. Le juge prononça la sentence et je devins une femme libre. Je ne ressentis pas cela comme une victoire, mais plutôt comme le sentiment d'avoir enlevé des entraves, mais la tragédie de la famille de Rose n'était pas terminée. Xavier s'avéra bien plus impitoyable que je ne l'imaginais. Des voisins de son quartier racontèrent la suite de l'histoire à mon amie Laure. Bien que Xavier fût en prison préventive, Rose ne perdait pas espoir. Elle vendit ses derniers bijoux et supplia Alexandre de vendre la voiture pour payer des pots de vin et des avocats. Alexandre refusa catégoriquement car la voiture était la seule chose qui lui permettait d'aller travailler. Le refus d'Alexandre fit que Rose le maudit d'être un mauvais fils. Cependant, le véritable drame se produisit lorsque Rose alla à la banque pour retirer secrètement 15 000 €. C'étaient les économies de toute sa vie qu'elle avait cachées pendant des années pour sa vieillesse. Elle pleurait toujours misère pour qu'Alexandre lui donne de l'argent, cachant ce fonds. D'une manière ou d'une autre, par l'intermédiaire d'un compagnon de cellule qui fut libéré, Xavier apprit que sa mère avait ses 15 000 €. Xavier lui fit parvenir une lettre dramatique disant qu'il avait trouvé un contact. Si on payait 15 000 € à un gros bonnet, il pourrait obtenir une liberté conditionnelle et fuir le pays pour recommencer à zéro, puis emmener sa mère vivre avec lui. Aveuglée par l'amour pour son fils, Rose le crut à la lettre. Elle rencontra dans un café et remit l'enveloppe avec tout son argent au contact de Xavier, croyant que dans quelques jours elle embrasserait son fils. 3 jours, une semaine passèrent, et rien. Rose alla à la prison de Fleury-Mérogis pour se renseigner. Là, elle reçut le plus grand choc de sa vie. Le fonctionnaire la regarda avec pitié et lui dit que Xavier n'avait aucune liberté conditionnelle en cours. Et pire encore, de nouvelles accusations d'escroquerie lui avaient été imputées depuis l'intérieur de la prison. La victime était-elle? Les 15 000 € avaient été versés aux mafias internes du casino pour garantir la sécurité de Xavier en prison. Rose s'évanouit devant la porte de la prison. Elle se réveilla dans un hôpital public, entouré de murs blancs et d'un silence terrifiant. Alexandre ne vint pas la voir. Il avait sûrement déjà appris l'existence du compte caché et de la trahison de son frère. La femme qui avait chassé sa belle-fille, vendu sa maison et renié son fils aîné pour sauver le plus jeune, avait été trompée et pillée par sa prunelle de ses yeux. La phrase « Élevez des corbeaux, ils vous crèveront les yeux » devint réalité. Je continuai ma vie. Je prenais mon café noir sans sucre sur une terrasse à Paris, regardant les gens passer. J'étais libre, mon argent était investi, j'avais été promu au travail et j'avais une lucidité mentale enviable, mais le passé voulut encore donner un dernier coup. Un après-midi, en sortant d'une réunion importante, une silhouette émaciée et tremblante se dressa devant ma voiture sur le parking. C'était Madame Rose. En quelques mois, elle avait vieilli de 10 ans. Les cheveux blancs, le visage émacié, les yeux enfoncés. Elle portait un vieux manteau élimé. N'importe qui aurait eu pitié, mais ma compassion n'existait plus. Je baissai la vitre. « Que veux-tu, Rose ? Nous n'avons plus rien à voir. Le divorce est officiel. Écarte-toi, je dois travailler. » Elle s'approcha en boitant, s'accrochant à la vitre de ses mains tremblantes. « Camille, s'il te plaît. Je sais que je me suis trompée. J'étais aveugle. J'ai été cruelle avec toi, ma fille, pendant les 6 ans de mariage avec Alexandre.
Aide-moi. Xavier va être transféré de prison. Je n'ai pas un sou. Je ramasse de la ferraille et je fais la plonge pour manger. Alexandre me déteste pour avoir caché l'argent et il est parti dans une autre ville. Il ne veut plus me voir. Donne-moi un peu d'argent, je t'en supplie, juste pour pouvoir aller à la prison voir mon fils une dernière fois. L'entendre fut pathétique. Une excuse bon marché née de la nécessité, non du repentir. Je sortis de la voiture et me plaçai devant elle. Que je t'aide? Sous quel prétexte? Celui de la belle-mère qui voulait que je paie ses dettes? Celui de la femme qui a essayé de me voler mon appartement? Tu crois que l'argent tombe du ciel? Je me suis cassé le dos pendant 6 ans pour économiser ça. Je sais. Le karma m'a puni. Xavier m'a tout volé pour payer les mafieux. C'est un monstre, mais c'est mon fils. Il est sorti de mes entrailles. Il va prendre 10 ans. Je ne peux pas supporter ça. Tu as de l'argent. Donne-moi juste un peu. Je vis une humiliation insupportable. Rose s'agenouilla sur l'asphalte froid du parking, joignant les mains pour me supplier, des larmes sillonnant ses rides. En la voyant ainsi, je ne ressentis aucune joie, mais je libérai toute la rage accumulée. Je la forçai à lever la tête pour qu'elle me regarde dans les yeux. Tu appelles Xavier un monstre? Et qui a élevé ce monstre? Qui a couvert ses dettes depuis qu'il volait adolescent? Qui a payé les usuriers et vendu la maison familiale au lieu de le laisser assumer les conséquences? Toi. C'est toi qui l'as poussé en prison et qui a détruit cette famille avec ton amour toxique. Tu ne l'aimes pas lui, tu veux juste te sentir la victime sacrifiée pour que tout le monde t'applaudisse. Rose resta paralysée. Mes mots détruisirent son dernier masque de victime. Alexandre l'avait abandonnée parce qu'elle l'avait trahi en cachant de l'argent pour le donner à Xavier après avoir obligé Alexandre à la maintenir. Ne me cherche plus. Même si tu meurs ici à genoux, je ne te donnerai pas un centime. Va vivre ce qu'il te reste de vie en affrontant ce que tu as toi-même créé. Je remontai en voiture et démarrai. Dans le rétroviseur, je la vis rester là, à genoux sur l'asphalte. C'était le châtiment le plus approprié pour son ignorance absolue. À partir de ce jour, je coupais toute voie d'information à leur sujet. J'ai déménagé de quartier, changé de portable et créé de nouveaux réseaux sociaux uniquement pour mes vrais amis. La paix a inondé ma vie comme l'eau calme après un tsunami, mais les potins arrivent toujours. En prenant un café avec mon ami Laure, j'ai appris la fin légale. Le procès de Xavier s'est déroulé dans une salle vide de public. Rose n'y est pas allée. L'ictus dû au vol l'avait laissée à moitié paralysée, alitée dans sa chambre louée. Alexandre n'est pas non plus apparu. Xavier, sur le banc des accusés, a écouté sa longue liste de délits, escroquerie continue, blanchiment, jeu illégal et abus de confiance. Il a tenté d'apitoyer le juge en disant « J'ai été une victime. Je devais subvenir aux besoins de ma pauvre mère âgée, qui a vendu sa maison pour moi. Je demande la clémence pour sortir et prendre soin d'elle. » Quel cynisme! Il utilisait sa mère, qu'il avait laissée dans la misère, comme bouclier légal, mais la justice ne pardonne pas. Il a été condamné à 15 ans de prison. En entendant la sentence, il s'est jeté à terre en pleurant et en criant les noms de sa mère et de son frère. Personne n'est venu. Il a semé le chaos et a récolté la prison. Laure soupira en remuant son café. Comme tu as été intelligente, Camille. Si tu avais tardé un jour de plus, il t'hypothéquait l'appartement et te coulait. Le karma est implacable. L'un en prison, l'autre paralysé, et la famille détruite. J'acquiesçai. Mon indifférence n'était pas celle d'une pierre, mais parce que ma dette envers eux était payée. Xavier payait avec sa jeunesse derrière les barreaux. Rose, avec une vieillesse de misère, de paralysie et de solitude. Alexandre, par lâcheté, avait perdu une femme qui donnait tout et avait fini par fuir, honteux de son propre sang. Chacun avait sa sentence. Je n'ai fait que quitter le théâtre avant qu'il ne s'incendie. 2 ans plus tard. Le temps guérit, mais laisse aussi des cicatrices qui enseignent. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente pour acheter un appartement moderne et ouvrir une petite chaîne de fleuristes dans le centre de Paris.
Ma vie était trépidante, colorée, absolument libre. Un jour, un colis anonyme est arrivé à ma boutique. À l'intérieur, il y avait un vieux carnet et une lettre écrite d'une main tremblante. C'était de Madame Rose. Elle ne demandait pas d'argent et n'insultait pas. C'était une confession de 4 pages. Elle racontait sa vie misérable des 2 dernières années. À moitié paralysée, dépendante des assistants des services sociaux de la mairie de Paris et vivant de la charité des voisins. Camille, je t'écris ceci avec la vue fatiguée et la main tremblante. Je ne cherche pas ton pardon, je veux juste partir en paix. Je me suis trompée. J'ai détruit la vie d'Alexandre, j'ai mis Xavier en prison et j'ai failli te ruiner, toi. Il m'a fallu 2 ans, piégé dans ce lit, pour comprendre le prix de mon égoïsme. J'ai utilisé l'amour aveugle de mère comme excuse pour mon échec à les élever. Le carnet contenait un registre de toutes les dettes de Xavier, y compris l'argent qu'Alexandre m'avait volé de nos économies pour le lui donner. Elle l'avait noté au cas où Xavier essaierait de le lui réclamer 2 fois. Je te l'envoie au cas où cela te servirait. Et à propos d'Alexandre, la semaine dernière, il est venu me voir en cachette. Il est brisé. Il est resté à regarder par la fenêtre, en pleurant. Il m'a laissé quelques billets et est parti sans oser me parler. Je fermai la lettre. Cela n'attendrit pas mon cœur, mais cela me servit à boucler la boucle. J'appelai mon avocat pour qu'il envoie ce carnet à Alexandre afin qu'il affronte ses démons. J'ai également fait un petit don à une résidence pour personnes âgées locales pour assurer les soins de base de Rose jusqu'à sa mort. Je l'ai fait, non par pardon, mais pour me libérer. Je lui laissais son karma et je montrais que même si j'avais pu être dur pour survivre, je n'avais jamais perdu mon humanité. Un dimanche matin ensoleillé, dans ma fleuristerie qui sentait les hortensias et les roses importées, je célébrais le 1er anniversaire de son ouverture. Je l'ai appelé « Refuge », en l'honneur de la paix que j'avais construite à partir des cendres. 4 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté cette maison avec une valise de femme soumise. J'étais devenue indépendante, forte et heureuse. Je regardais mon reflet dans la vitrine, une femme sans trace de stress, contrôlant mes finances, mes joies, surtout, mes limites. Cet après-midi-là, Laure passa me voir avec 2 cafés glacés. Félicitations, patronne. Le magasin est bondé. Dis, quand vas-tu retrouver un petit ami? Plaisanta-t-elle. Je ris. Laisse tomber. Je suis ravie d'être célibataire, mais tu es sûrement venu me raconter de nouveaux potins. Laure me fit un clin d'œil. Tu me connais trop bien. Hier, je suis allée visiter des propriétés dans la campagne parisienne et j'ai croisé ton ex-mari. Il était anéanti. Il est allé à la mairie demander un permis pour rénover une vieille cabane délabrée qu'il a achetée avec ses économies pour y emmener sa mère. Rose est en fauteuil roulant, atteinte de démence, et il travaille comme ouvrier dans une usine, s'occupant d'elle et économisant pour envoyer de l'argent à Xavier en prison. Il a vieilli. Je ne l'ai presque pas reconnu. J'écoutais sans peine ni joie. Alexandre avait enfin assumé le fardeau qu'il avait lâchement voulu me rejeter. Cette croix, il la porterait pour toujours. Quand il m'a vu, il est devenu très nerveux, continua Laure. Il m'a demandé de tes nouvelles. Je lui ai dit que tu étais propriétaire d'une entreprise, riche, belle et que tu allais très bien. Il a baissé la tête et a murmuré, « Je suis content pour elle. » J'ai été aveugle et j'ai perdu ce que j'avais de mieux. Ça faisait un peu de peine, mais en sachant ce qu'ils t'ont fait, ils le méritent. Je souris et écartai un bouquet de roses. Qu'ils le méritent ou non. Que chacun porte sa croix, Laure. Ils ont choisi ce chemin. J'en ai pris un autre. Ça a fait mal au début, mais ça m'a mené à la lumière. Au crépuscule, le magasin fermé, je regardais par la vitrine la rue parisienne. Les lumières jaunâtres illuminaient l'asphalte. Les images de l'hystérie de Rose, de l'arrestation de Xavier et des larmes d'Alexandre n'étaient plus que des ombres dont je m'étais libérée. Le karma ne tombe pas du ciel, il est construit par nos propres décisions et égoïsmes. Ils m'ont enseigné la plus grande leçon de ma vie. La bonté sans limite devient soumission. Si tu plies trop, on t'utilise comme paillasson. J'ai protégé ma vie.
J'ai pris mes 250 000 € comme un bouclier pour éviter qu'ils ne m'entraînent dans la boue. Et si les gens me trouvent froide, cela m'est égal. Les leçons de morale ne paient pas les factures d'électricité, ni ne vous sortent d'une dette envers la mafia. Toute femme doit avoir son propre argent et son indépendance financière pour pouvoir dire non. L'argent n'est pas tout, mais c'est votre armure, votre billet de sortie de l'enfer. L'histoire se termine ici. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la dure réalité. J'espère que si l'une d'entre vous se trouve dans une situation similaire, elle puisera des forces là où il n'y en a pas pour se mettre en premier lieu. Vous êtes digne d'être heureuse et le vrai bonheur arrive lorsque vous savez vous réfugier dans votre propre force.